On va maintenant parler de communauté comme socle de marque. C'est un échange très intéressant avec deux invités que l'on va accueillir sur ce plateau. Alice Aguerre, elle est directrice France du site med.com et Justine Hutto, cofondatrice de la marque Respire, que je vous conseille. Respire, l'écoute des clients ne suffit plus. On va donc parler de socle, de la communauté comme socle de marque. L'échange est animé et présenté par Barbara Haddad, que je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux. Voici donc la prochaine table ronde, prochain échange, et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau duo. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Alice Aguerre et Justine Hutto. Nous allons parler ensemble pendant une vingtaine de minutes de la notion de communauté. Alors ce n'est pas une notion, ce sont des gens, des humains, vous, nous, moi. Et finalement comment Made.com et Respire vous apportez une attention particulière à vos clients, à vos fans, et que vous ne les considériez pas comme des leviers marketing, mais comme de véritables personnes, peut-être même de véritables collaborateurs, avec qui vous avez de nombreux échanges. Alors bonjour, est-ce que chacune, vous pouvez à votre tour vous présenter et nous dire quelle est votre mission au sein de chaque marque? Je démarre donc. Bonjour. Donc moi je suis Alice Aguerre, j'ai 35 ans et je suis donc directrice de la marque pour Made.com pour les marchés français et espagnols. Et bonjour, moi je suis Justine Hutto, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Respire, une marque de soins d'hygiène naturels qu'on a cofondée avec mon associé il y a moins de 2 ans. Donc c'est une marque qui est très jeune mais qui grandit assez vite, j'ai envie de dire. Et ma mission principale au sein de Respire, c'est surtout de m'occuper du développement produit et de la partie marketing, communication et donc de la relation très proche qu'on a avec notre communauté. Alors justement, Justine, la communauté, elle est au cœur de la marque depuis le début, en fait, de façon native. Oui, complètement. En fait, à la base de Respire, il faut savoir qu'avant d'avoir lancé Respire, j'étais déjà présente sur les réseaux sociaux. J'avais un compte Instagram qui s'appelait Justin Run, petit jeu de mots avec le running puisque je suis une grande passionnée de course à pied. Et je partageais en fait toute ma passion pour ça avec une communauté qui a grandi très vite, qui comptait déjà 20 000 personnes quand j'ai lancé Respire. Donc en fait, la communauté était déjà là avant même que je parle de Respire. Et quand j'ai commencé à parler des sujets déodorants, de l'envie de lancer un déodorant qui soit naturel, vegan, sain pour le corps et accessible à tous et facile à utiliser, la communauté, en fait, elle a pu me conseiller, elle a pu co-créer le projet avec moi et même aller jusqu'à me soutenir au moment du lancement via un crowdfunding, donc une campagne de financement participatif, où elle a pu être, en fait, la communauté, c'est les personnes qui ont été les premiers contributeurs de Respire à précommander le déodorant, donc qui sont les premières personnes qui ont mis de l'argent dans Respire pour qu'on existe. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'était il y a 2 ans, novembre 2018, en un mois, on avait prévendu 21 000 déodorants et on avait levé en fait 200 000 € juste auprès de notre première communauté. Ok, on va y revenir justement un peu plus tard sur ces différents leviers. Comment est-ce qu'on apporte de l'attention particulière en produits, en communication, enfin, sur cet échange. Alice, est-ce qu'on peut justement revenir sur cette façon aussi dont Made.com s'est construit, co-construit avec sa communauté de façon native? Donc chez Made, alors il y a 10 ans, quand on a été fondé à Londres par 3 Français, la communauté avait un autre sens. Ce qui était intéressant, c'est que la conversation existait déjà autour des intérieurs parce que naturellement, les gens aiment prendre en photo leur intérieur pour le partager avec leurs amis, etc. Donc il y a 10 ans, c'était plutôt sur Facebook et un peu moins sur Instagram. Néanmoins, aujourd'hui, c'est omniprésent. Et en fait, on a différentes manières de travailler avec notre communauté puisqu'on a une plateforme qui s'appelle Talent Lab et qui est une plateforme qui nous permet, à la manière aussi de Justine avec Respire, de faire du crowdfunding. En premier lieu, en fait, on invite les designers à venir partager leurs projets, leurs collections sur cette plateforme. Et cette plateforme, en fait, elle est greffée à notre communauté. Et donc, en fait, elle permet à nos clients et à notre communauté de pouvoir parier sur les projets qui leur plaisent le plus. Et tous les 2 mois, on récolte les suffrages et celui qui remporte les suffrages est ensuite incubé chez Made et bénéficie de notre infrastructure. Et ensuite, on peut l'accompagner pour finalement produire sa collection et la vendre sur l'ensemble des 9 marchés à l'échelle européenne. Donc, en fait, on a différentes manières de travailler avec notre communauté, de leur demander leur avis, d'avoir leur retour, ce qui est très important. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que
Notre métier, c'est de travailler pour les gens et pour les consommateurs. Et en fait, parfois, dans notre bureau, on est loin des gens, en fait. Et c'est tellement important de ne pas les oublier et de lever le nez de son ordi et de se dire, mais en fait, de quoi ont-ils vraiment besoin? Qu'est-ce que je peux vraiment apporter et en quoi on peut être utile? Voilà. Le digital, c'est ce que ça permet justement d'effacer les frontières entre ses fans, ses clients, sa communauté et la marque. On parle de son site internet, on parle des réseaux sociaux, des deux. Moi, en fait, j'ai toujours tendance à dire, d'abord, c'est nous les consommateurs, parce que je fais du marketing, mais je suis une consommatrice. Et en fait, j'ai plein de casquettes différentes. Et je pense qu'en fait, on ne fonctionne pas en silo. Je pense qu'on est aussi bien sur les réseaux sociaux que sur un site. Et le sujet, et je pense que c'est ça notre sujet, c'est de s'assurer d'une cohérence dans la manière de parler aux gens, d'une uniformité dans la manière de parler aux gens et d'être assez fluide et assez naturel. Et c'est dans notre jargon, quand on parle de parcours sans couture, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, je pense que c'est assez fluide. Et surtout, on vit à une époque qui est en fait formidable, puisque les consommateurs aujourd'hui cherchent à comprendre davantage ce qu'ils consomment, à être beaucoup plus impliqués dans leur consommation. Et donc nous, en fait, chez Respire, on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait qu'on soit avec la communauté, en fait, qu'on réponde vraiment à leurs besoins, qu'on développe les produits que la communauté cherche. Et c'est pour ça qu'on les implique depuis le début dans cette co-création, qu'on envoie régulièrement des sondages pour savoir quels produits ils aimeraient qu'on développe, qu'on leur fait même tester les produits avant de les lancer. Là, récemment, on va sortir un déodorant solide. Et donc, récemment, on a fait un test massif auprès de 450... On a fait un test auprès de 450 personnes de notre communauté pour pouvoir tester 2 formules de déo et choisir en fait la formule qui est la plus efficace, la retravailler potentiellement. Donc là, elle est en retravail, du coup, elle ne va pas sortir tout de suite. Mais ça nous permet vraiment de répondre à ces besoins-là. Et alors, à la différence de ce que disait Alice, nous, le déodorant, ce n'est pas le produit le plus instagrammable, clairement. Voilà, on prend souvent en photo notre intérieur, mais nos produits d'hygiène, on n'en parle pas souvent, hein, notre savon, notre déo. Et nous, c'était un vrai défi dès le départ en lançant Respire, de se dire, mais comment on va faire pour que sur les réseaux sociaux, la communauté en parle et fasse ce bouche à oreille? Et en fait, ça a été un vrai défi de créer des produits qui sont instagrammables, de créer une envie, mais de créer, au-delà de créer des produits, de créer une marque avec des valeurs que la communauté, dont la communauté a envie de s'emparer et a envie de partager sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a été notre plus grande force au moment du lancement, c'est les partages sur les réseaux sociaux, les partages massifs. Je vous parlais tout à l'heure du crowdfunding. Au moment où on a livré les 21 000 déodorants en même temps, imaginez autant de photos sur les réseaux sociaux qui ont été postées pour Respire. Ça a fait un bouche à oreille quand même monstrueux. Mais comment justement on donne envie aux gens de poster des photos de leur déodorant? Alors, étant à la base déjà sur les réseaux sociaux, je pense que ça a aidé. En fait, quand on embarque une communauté avec nous dès le départ, on a des personnes qui nous suivent depuis le début et qui ont envie de nous montrer qu'elles aussi, elles ont contribué, qu'elles aussi, elles ont acheté. Et elles ont même envie, elles ont même cette fierté de montrer à leur communauté qu'elles consomment nos produits. Donc, en fait, c'est vraiment s'emparer des valeurs de la marque en postant sur les réseaux sociaux. Après, on a des petits incentives marketing qu'on utilise où on met un beau petit flyer. Déjà, on fait un beau petit packaging unboxing pour avoir un unboxing experience, comme on dit, et avec un petit flyer où on écrit dessus, vous pouvez potentiellement gagner 1 an de déodorant gratuit si vous postez une photo sur les réseaux sociaux, et on fait des tirages au sort 2 fois par an. Donc c'est un petit incentive, mais je pense vraiment que les gens ne le font pas pour ça, mais plus pour montrer qu'ils consomment du Respire. Est-ce qu'on n'est pas finalement sur un partage de valeurs communes entre la marque, la communauté, où on se retrouve justement sur ce terrain commun de ces valeurs communes, où il y a une réciprocité? On parle souvent d'engagement client, les marques recherchent l'engagement client, mais est-ce qu'on peut être aussi sur un engagement de marque où la marque elle va prôner en fait vraiment ses valeurs? Alice? En fait, moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un prérequis de la part des marques. C'est obligatoire pour plusieurs raisons. Je pense que la réalité, c'est que notre société aujourd'hui a énormément muté et qu'en fait, les gens ont énormément besoin de pouvoir, en toute transparence, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment ça marche et donc ensuite décider en son âme et conscience finalement de signer le contrat de confiance, comme le disait Darty très bien, et de décider de suivre ou non les valeurs. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un prérequis aujourd'hui de partager ces valeurs, d'expliquer comment on fonctionne, et ensuite charge finalement aux clients et à la communauté de décider de signer le contrat ou pas. Mais comme c'est en toute transparence, je pense que c'est plus intéressant parce qu'on a toutes les cartes en main en tant que conso pour décider de suivre, d'adhérer ou non.
Exactement. Et aujourd'hui, la communauté, elle va nous faire plus confiance, limite à nous en tant que marque, aussi pour les éduquer et leur expliquer quel type de produit on a choisi de développer, quel type de packaging on a mis, pourquoi du plastique recyclé et pas du verre. Et en fait, on leur explique nos choix, nos décisions et les informations qu'on avait pour faire ces choix-là. Et en fait, ils comprennent. On est un peu comme dans une relation de couple. Là, on nous parle, d'honnêteté, on nous parle de discussion, d'échange. On est plus sur un rapport de marque un peu super puissante. Les clients en dessous, très bien ce qu'on nous dit. Non, on est véritablement dans l'échange, dans ce qu'on entend. Et est-ce qu'il y a des actions que vous avez mis justement récemment en place, peut-être avec ce contexte particulier? Est-ce que ça a évolué ou pas? Est-ce que ça a bousculé certaines pratiques ou pas en fait, hein? Tu veux démarrer? En fait, alors nous, il y a des choses qui ont évolué, d'autres qui sont restées de même parce qu'en fait, on se rendait compte que ça fonctionnait. Un exemple concret, avant les différents confinements, on avait mis en place des rendez-vous digitaux pour conseiller gratuitement les gens et leur donner des conseils déco. Ça continue de très bien fonctionner et on le maintient. Maintenant, on s'est rendu compte de quelque chose. On parlait tout à l'heure on n'a pas employé ce terme-là, mais de marketing de communauté quelque part. Et en fait, nous, pendant le premier confinement, on s'est quand même rendu compte de quelque chose de très important. C'est que à l'époque du mois de mars et du mois d'avril, le sujet, c'était plus de s'occuper de ses intérieurs, mais c'était de s'entraider et d'être ensemble et dans la mesure du possible, arriver à trouver quelque chose pour vraiment s'aider et se rendre utile. Et en fait, on a complètement changé d'approche parce que nous, on a décidé de réinvestir nos budgets marketing dans la communauté. Et en fait, en mars et en avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le sujet, c'était les équipes dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les maisons de retraite qui triplaient, quadruplaient parce qu'il fallait faire face à la demande. Et nous, on s'est dit, OK, en fait, nos budgets marketing vont servir à ça. On va, en anglais, on dit give it back, mais on va rendre ce qu'on peut rendre et donner en quelque sorte. Et en fait, on a essayé à notre niveau de faire quelque chose. Nous, notre sujet, c'est de faire finalement de l'ameublement et de la décoration. On voyait ces équipes qui avaient quadruplé, il n'y avait pas forcément de lit pour pouvoir dormir la nuit pendant les shifts, etc. Et donc, en fait, on a décidé d'employer nos budgets à faire ce genre de choses. À livrer dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les maisons de retraite, du linge de lit, des serviettes de bain, de la literie, des lits, des chaises, tout ce qui pouvait aider, même des mugs pour faire des cafés en plus grand nombre, etc. quoi. Et en fait, depuis, on est vraiment en train de repenser notre approche et la manière aussi dont on décide de travailler avec finalement une personne qui a une audience et une forte influence sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment pour nous hyper important aujourd'hui de travailler sous l'angle communautaire entraide. Voilà. On est sur... Pardon. Oh, pardon. J'allais dire, en fait, je suis fascinée parce que tu dis que c'est exactement ça. Enfin, nous, au premier confinement, alors je ne pense pas aux mêmes moyens que Made, mais on a aussi envoyé des savons, des shampoings, des déos, tout ce qu'on pouvait aux hôpitaux. Et ce premier confinement, c'était vraiment l'entraide aux soignants. Et ce deuxième confinement, on est beaucoup plus finalement dans l'entraide aux commerçants. Alors, on vient de lancer, nous, un mouvement Parole aux commerçants, où sur nos réseaux sociaux, on veut faire profiter en fait de la visibilité que nous avons et de la communauté que nous avons pour donner la parole aux commerçants aujourd'hui, aux petits commerçants, aux jeunes marques qui se lancent et qui ont de la difficulté aujourd'hui à s'en sortir avec cette année 2020 un peu difficile. Donc on a mis en place ce projet-là. Et un deuxième projet qu'on a mis en place aussi, on se dit l'année 2021, moi je suis hyper optimiste, je suis sûre que l'année 2021, eh ben, on va bouger, on va sortir de chez nous, voilà. On va pouvoir faire plein de choses. Et donc on vient de lancer le Respire Project, qui est un projet à destination de notre communauté, où en fait c'est un appel à projet, un appel à candidature pour que notre communauté candidate pour gagner potentiellement une bourse, donc 2 000 €, des produits pendant toute la durée de leur projet et un accompagnement de visibilité pour n'importe quel projet qui serait par exemple monter le Kilimandjaro, faire le tour du monde à la voile, des projets où le corps humain est mis en action, puisque finalement la mission de Respire c'est de prendre soin de notre corps et donc bouger, faire plein de choses et profiter des capacités que notre corps a dans la vie. Et donc en fait on a lancé ce projet parce qu'on se dit on a envie aussi de divertir la communauté et qu'on ne soit pas uniquement en train de parler du Covid et de ce qui est anxiogène aujourd'hui autour, mais plutôt de rêver en grand et de se dire qu'il y aura un après-Covid, j'ai envie de dire. Il y a un message finalement d'être entrepreneur de sa vie. C'est vrai qu'il y a peut-être une tendance ou une tentation peut-être de se dire bon bah là jusqu'à la fin de l'année on ne sait pas, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste quand même 1 mois et demi, donc qu'est-ce qu'on fait pendant 1 mois et demi? On est invité justement à être entrepreneur de sa vie, à continuer à innover, initier, tester des choses aussi, c'est important. Voilà, de se tester, de prendre soin de soi. Et donc ce projet va dans ce sens.
Exactement, et puis quand tu dis se tester, en fait, nous on fait du test and learn tout le temps avec la communauté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, n'importe quel cours de marketing qu'on pourra faire, bah, ce sera peut-être obsolète demain, puisqu'il y a tellement de choses qui se créent, tellement de choses qui se mettent en place, qu'en fait, il faut y aller aussi avec notre intuition. Les plus beaux projets, généralement, naissent d'une intuition et pas d'une théorie. Et en fait, faire du test and learn. Voilà, essayer, lancer, et puis si ça marche bien, bah, le refaire. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on prendra une autre direction. Et nous, c'est vraiment le mantra un peu chez Respire, c'est faire du test and learn et essayez-vous. Et même si on échoue une fois, bah, c'est pas grave, la deuxième fois, on n'échouera pas. Alice, on est dans cette démarche aussi très test and learn, très empirique. Ouais. Complètement. Et là, effectivement, où moi je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire, c'est que je pense que il faut absolument qu'on reste optimiste. Je pense aussi que c'est le rôle des marques de rester légère et d'amener de la joie de vivre et de la simplicité parce que, après tout, on a quelque part cette finalement volonté de vouloir, au-delà d'entertainer, de vraiment amener de la légèreté aux gens et je pense que c'est hyper important. Et nous, dans la manière dont on travaille pour 2021, on travaille aussi sur les sujets très locaux parce qu'en fait, je pense qu'on s'est tous rendu compte de quelque chose de criant en ayant été assignés à résidence pendant de longs mois, c'est qu'en fait, on a des voisins. Il y a des gens qui vivent autour de nous et en fait, on a l'habitude de se connecter à l'autre bout du monde, de faire des voyages incroyables. Mais en fait, au niveau de notre immeuble, de notre copro, de notre quartier, etc., il se passe énormément de choses. Et je pense qu'une des vertus de tout ce qui est en train de se passer, et c'est ça aussi parfois l'intérêt des crises qu'on peut traverser, c'est évidemment d'apprendre des choses et d'en tirer des enseignements. Et moi, à titre très personnel, je me rends compte qu'au niveau local, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors c'est vrai qu'après, notre sujet à nous, c'est de raccrocher les wagons avec la marque, et en l'occurrence avec Made. Mais en tout cas, on est à l'heure actuelle en train de travailler sur des sujets vraiment ultra local au sein d'un quartier, au sein d'un arrondissement dans le cadre d'une ville comme Paris, pour essayer de recréer du lien. Parce que je pense que, en tout cas, moi, pour 2021, si je devais nous souhaiter quelque chose, c'est très clairement de maintenir le lien et d'être dans une entraide. Parce qu'en fait, c'est la seule manière de sortir d'une crise, selon moi. C'est clairement de s'entraider et d'être sur un système de bienveillance, même si ça fait un peu bisounours. Alors là, moi, je m'en fiche, c'est mon motto à moi. Je pense que c'est ça qui aide. Mais finalement, là, de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est on a la marque qui a une mission, je vends des produits, et là on se dit non, elle doit aider chacun à sentir mieux, elle doit aider aussi de façon collective. Et comment concrètement en fait ça se passe? Parce que là on est très aspirationnel, on donne une belle énergie, mais dans les faits, est-ce qu'on peut essayer de revenir juste un peu plus précisément? On les a évoqués, ces mots de crowdfunding, de conversation. Voilà, on parle de co-création de produits, on parle de conversation, mais voilà, comment ça se traduit au quotidien dans vos process? Comment aussi les insights que vous récupérez, eh bien, ça remonte aussi au niveau de la marque parce que c'est un échange. Comment vous en prenez compte? Comment est-ce que vous considérez justement tout ce qui vous est dit? Nous, on part du principe chez Respire que si le produit il ne plaît pas déjà à l'équipe Respire, à toutes les personnes qui l'ont testé et à la communauté, bah en fait, ça ne sert à rien de le lancer, c'est qu'il ne va pas fonctionner. Donc, on a un vrai défi à se dire comment on fait pour avoir les meilleurs retours de la communauté, les meilleurs retours de l'équipe. Alors, il y a déjà, je crois que je t'en parlais, on a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle le Respire Club, dans lequel on a nos premiers contributeurs, mais aussi nos plus grands fans, en fait, les personnes qui sont présentes depuis le début de Respire, ou les personnes qui sont peut-être les plus attachées à la marque. On a tous, en fonction de chaque marque, des niveaux de fans et d'abonnés qui nous suivent. Et en fait, on a des personnes, nous, dans ce WhatsApp, qui répondent à nos questions régulièrement sur le prochain produit qu'on va développer, la texture, la forme, le packaging. Et donc, on n'hésite pas à les solliciter régulièrement. Et en fonction de ces retours, on va les adapter, nous, à nos choix. Et aussi, en fait, on fait des typeforms, je le disais tout à l'heure, un peu des sondages pour les sonder sur les futurs produits à développer. À chaque fois qu'on a lancé un produit, on renvoie des sondages à peu près 3 mois après pour avoir les avis des consommateurs qui les ont commandés sur le site. Ça nous permet d'avoir une note du produit et de réajuster, retravailler le produit si besoin. Et également, je le disais tout à l'heure, on fait des tests massifs produits. Et là, avec le confinement, ça a été un peu plus compliqué, mais on a pu envoyer aussi des produits à des consommateurs qui sont dans toute la France et qui ont pu tester ces produits, nous donner des retours. Et c'est les meilleurs insights qu'on a et qu'on peut utiliser en interne. Et clairement, tu te demandais comment ça remonte en interne. En fait, c'est simple, c'est juste on ne sort pas un produit si on n'a pas les retours de la communauté qui nous disent qu'il est prêt à être mis sur le marché.
Alice, tu acquiesces depuis tout à l'heure, tu as envie de... Non, mais parce que tout ce que dit Justine est hyper sensé. Donc, c'est vrai que nous, le point de départ, ça reste aussi les équipes. On teste d'abord, finalement, les canapés, les lits, les matelas, tout, tu vois. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est que chez Made, nos produits, en fait, portent les prénoms des gens qui travaillent chez Made. Donc, quand tu es sur le canapé Scott, il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Scott chez Made, en fait. C'est les prénoms des employés. Vous ne verrez plus vos meubles de la même façon à la maison. Voilà. Donc voilà, et après, nous, sur le sujet des insights, on a aussi une autre manière de les avoir et de pouvoir les sourcer. On a aussi des lieux physiques, parce qu'en fait, on a ouvert des showrooms un peu partout en Europe. En France, on en a 2, un à Paris et un à Lyon. Et en fait, les gens viennent physiquement pour nous rencontrer, pour avoir des conseils personnalisés et plus directs. Et en fait, c'est de cette manière aussi qu'au contact direct des gens, on récupère tous ces insights. Et toutes les semaines, le lundi, on se retrouve avec les responsables des showrooms et elles nous partagent les retours des clients de manière très claire, en nous disant ça a plu, ça a vraiment pas plu. Et en fait, on échange ensemble et toutes ces informations-là sont pour nous évidemment une manne hyper importante et on les fait immédiatement partager avec les équipes design notamment, parfois avec les équipes des buyers qui sont en charge de sourcer les produits pour leur dire mais là il y a un problème, etc. Et après, en retour, on fait redescendre l'information parce que la collecter c'est bien, mais faire aussi des retours pour dire aux gens, ben voilà, by the way, vous m'aviez demandé ça, je me suis renseignée et voilà la raison pour laquelle on avait sourcé tel type de matériaux, etc. C'est très important pour nous. Et après, très régulièrement, on fait aussi ce qu'on appelle des doubles écoutes parce qu'on a un service client. Et donc, moi, je suis très régulièrement en double écoute au service client pour entendre et me dire, ah tiens, un appel sur 4 maintenant, ce sont les gens qui sont intéressés par effectivement toute la démarche responsable de chez Made. Comment vous sourcez ? Comment vous produisez? Où est-ce que c'est fait? Qui sont les gens qui sont derrière? Il y a beaucoup, ça c'est un pan qui est hyper important. Ouais. De plus en plus. Et en fait, pour moi, ça c'est super important. D'avoir en continu les retours des clients. Et je me rends vraiment compte qu'un appel sur 4, aujourd'hui, ça porte là-dessus. Sur l'éco-responsabilité, sur l'éthique de la marque. Donc c'est un vrai sujet. C'est génial, la double écoute, je pense que je vais mettre ça en place. Ouais. Mais ça me fait penser, nous en fait, ce qu'on fait aussi, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on a les meilleurs retours. En fait, la communauté, elle est présente tous les jours sur les réseaux sociaux. Et donc, chaque lundi matin, on fait le mood réseaux sociaux. Et du coup, la community manager qui s'occupe des réseaux sociaux nous fait un retour, les critiques négatives, les critiques positives qu'on a reçues. Et comme ça nous permet aussi de faire remonter l'information au pôle produit pour développer au mieux les produits. Finalement, on voit, dans l'écoute de la communauté, il y a ce petit frémissement. On se dit, OK, là, il y a des choses qui émergent. Et à un moment, on voit que ça prend de l'ampleur. Peut-être que l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est de trouver ce point de bascule où à un moment, OK, bon là, ça ne concerne finalement que peu de personnes. Et à un moment, ça prend de l'ampleur. Comment est-ce qu'on peut essayer de capter ces signaux faibles? Moi, je pense que ça... Encore une fois, en fait, je trouve que notre métier, c'est beaucoup de bon sens, en réalité. Et je pense que le point de départ, c'est une vraie écoute. Je veux dire, tout part de là. Tout à l'heure, tu faisais le parallèle et l'analogie avec la vie de couple. Mais en fait, c'est ça. Si tu t'écoutes véritablement, mais que tu as une vraie écoute active et que tu n'es pas dans une écoute déjà biaisée avec des jugements, déjà, il y a beaucoup de choses qui ressortent de là et tous les signaux faibles deviennent beaucoup plus forts et plus présents. Et je pense que c'est comme ça qu'on parvient à identifier ce que moi j'appelle des pépites. Après, est-ce qu'il y a une recette magique? Moi, je crois pas. Je crois vraiment que c'est en fait une forme d'écoute hyper attentive. Voilà. Ouais, l'écoute active. L'écoute, l'observation, l'analyse et surtout le prendre en compte. Rien que regarder son site internet, pour nous, on a plusieurs produits maintenant sur le site. Et en fait, il y a des produits qui se vendent hyper bien et qu'on n'avait pas spécialement anticipé. Il y a des produits qui se vendent beaucoup moins bien. Aujourd'hui, Respire n'a qu'1 an et demi, mais je pense que courant 2021, on va devoir se poser la question de est-ce que les produits qui se vendent moins bien, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les kill? Parce qu'en fait, c'est une énorme logistique en interne, c'est de l'opérationnel qui est quand même assez lourd d'avoir beaucoup de produits. Donc il faut aussi, pour répondre au mieux à la communauté, l'écouter et savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent en fait, qu'est-ce qu'ils aiment le plus chez Respire. Et puis le reste, éviter de se compliquer la vie en fait. C'est des petits signaux faibles comme ça qu'il faut identifier. Il y a une forme un peu de détachement aussi, parce que là, moi, ce produit-là, je l'aime bien, mais il ne trouve pas d'écho auprès de ma communauté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, cette notion d'écoute active, parce qu'on a à la fois la notion d'écoute, mais aussi d'action. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, justement, sur les mois qui arrivent, là, justement, en 2020, 2021, les tips un peu pour bien entretenir sa relation avec sa communauté? Alors, moi, je dirais de l'innovation. Je pense que c'est clé de toute façon. Je pense que dans les crises, la pire des choses, c'est d'être immobile. Ça, moi, j'en ai la conviction profonde.
Donc moi, j'ai tendance à dire c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut innover, qu'il faut prendre des risques. Après, il y a évidemment une manière de prendre des risques en étant mesuré, en monitorant, en contrôlant, etc. etc. Mais je pense que c'est globalement important d'innover et d'oser parce qu'en fait, c'est en tentant des choses qu'on arrivera forcément à trouver de nouvelles choses. Donc, moi, ce serait plutôt ça, c'est tout sauf l'immobilisme et une forme d'attentisme. Même si c'est pas facile, hein. Franchement, en fait, c'est parfois un combat de tous les jours parce que le contexte n'est pas forcément propice à ce genre de posture et d'attitude. Je suis complètement alignée. Innover, clairement, mais en fait, innover et puis regarder ce qui se passe sur le marché. En fait, voilà, l'écoute attentive, donc de l'écoute active, comme tu disais, avec la communauté, mais aussi l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Je pense, là, à un exemple, rien que les réseaux sociaux. Ils évoluent tous les jours. On a des nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Les nouveaux réseaux, voilà. Twitch, TikTok. Exactement. Et en fait, il faut être capable de prendre des risques et d'aller tester en fait, ces nouvelles fonctionnalités. Je pense aux réels sur Instagram, à TikTok, donc avec ces nouvelles vidéos. Et en fait, si on se repose sur ses acquis et qu'on se dit ça a bien marché il y a 1 an et demi et donc du coup on continue comme ça notre petit train-train quotidien, j'ai envie de dire, en fait ça va pas fonctionner, il y a un moment on n'innovera plus. Donc il faut innover et continuer d'écouter et aussi pourquoi pas sonder la communauté. En fait finalement aujourd'hui ce qu'on fait c'est essayer de plaire le plus possible à la communauté. Donc demandez-lui ce qu'elle veut en fait cette communauté et moi c'est très régulièrement que j'utilise les sondages en story Instagram, les sondages sur LinkedIn. On y va par plein de sondages et la communauté adore donner son avis, donc franchement, voilà, ne lésinez pas les sondages. Si on résume, on se dit donc innover, écouter, surtout cette écoute active, oser. Voilà, 2020 n'est pas fini, donc itérer, tester, créer, trompez-vous, c'est pas grave. Mais juste, voilà, ne restez pas dans l'immobilisme. Un message plutôt positif pour cette fin d'année. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup Justine, merci, et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.